Il y a des batailles qui ne se gagnent pas en élevant la voix ni en rendant les coups, mais en apprenant à ne pas leur donner même le privilège de ta réaction. Parfois, le véritable défi n'est pas de faire face à celui qui t'a blessé, mais de garder la tête froide lorsque tout en toi exige d'exploser. La plupart confondent le silence avec la faiblesse, mais le silence est un mur invisible qui fait que l'autre se heurte à son propre poison. Ne pas répondre n'est pas se rendre. C'est déclarer que tu ne vas pas gaspiller ta paix pour quelqu'un qui ne l'a jamais mérité. Nous vivons dans un monde où beaucoup pensent que te provoquer suffit pour te contrôler, qu'avec une moquerie, une trahison ou une blessure, ils peuvent te tirer à leur niveau. Mais lorsque tu apprends à être indifférent, à garder le silence et à maîtriser tes émotions, tu leur enlèves la seule arme qu'ils avaient, ton attention. C'est ce qui leur fait le plus mal, qu'ils ne réussissent pas à bouger un seul fil de ta vie. L'indifférence n'est pas une indifférence vide, c'est la déclaration que ton temps, ton énergie et ta sérénité valent plus que toute confrontation. Marc Aurèle l'a bien dit, le véritable dommage n'est pas l'offense, mais ta décision de la laisser t'affecter. Épictète enseignait que personne ne peut te blesser si tu ne donnes pas la permission à ces mots d'entrée. Et Sénèque avertissait que la colère joue toujours en faveur de l'ennemi, car elle te fait perdre le contrôle. La véritable victoire face à celui qui a essayé de te détruire n'est pas dans la vengeance, ni dans la démonstration de quoi que ce soit. Elle réside dans le fait de continuer à avancer avec dignité, de prospérer devant ses yeux sans lui donner la moindre explication. Ce n'est pas un discours de résignation, c'est un rappel de force. Ta meilleure vengeance sera toujours ta tranquillité et ton progrès. Car rien n'humilie plus que de voir quelqu'un grandir, sans regarder en arrière, sans rancune, sans besoin de crier sa victoire. C'est l'essence de ce que tu apprendras aujourd'hui. Comment transformer le silence, l'indifférence et l'autocontrôle en armes invisibles, impossibles à esquiver, qui défont l'ennemi sans te salir les mains. 1. Fais du silence ta réponse. Le silence est comme un mur de pierre construit avec ta propre dignité. Il n'est pas visible en surface, mais celui qui tente de le traverser se retrouve à frapper contre quelque chose d'imperméable. C'est un mur qui ne crie pas, ne menace pas, ne cherche pas à impressionner, mais qui protège mieux que n'importe quel mot lancé avec colère. Lorsque tu choisis le silence comme réponse, tu décides de ne pas offrir à l'autre ce qu'il cherche le plus, une réaction qui alimente son jeu. La plupart des gens pensent que répondre est se défendre, que se taire est céder, mais c'est tout le contraire. Répondre à une attaque est souvent entrer sur le terrain que l'autre a préparé pour toi, avec ses provocations, ses pièges et son envie de te voir perdre le contrôle. Le silence coupe ce fil invisible qui veut te lier à son drame. Ce n'est pas de la passivité, c'est le contrôle absolu de la situation. Le stoïcisme a toujours été clair. Tu ne peux pas contrôler les paroles ni les actes des autres, mais tu peux contrôler ta réponse à eux. Épictète disait que ce qui nous affecte n'est pas ce qu'on nous fait, mais ce que nous nous disons à nous-mêmes sur ce qu'on nous a fait. En choisissant le silence, tu décides de ne pas nourrir le dialogue interne qui enflamme la colère, ni de donner aux autres le plaisir de te voir tomber dans leur jeu. Pense au silence comme un miroir qui renvoie la responsabilité à l'autre. Lorsqu'une personne cherche à te provoquer et n'obtient rien, elle est forcée de faire face à l'écho de ses propres actes. Soudain, le bruit qu'elle a tenté de semer ne trouve pas où fleurir et commence à se faner. Toi, en revanche, tu conserves ta paix. Le silence ne cherche pas à prouver qui a raison, car celui qui se tait ne se bat plus pour gagner une discussion inutile, mais pour rester centré. Ce principe n'est pas facile à pratiquer, car l'instinct te demandera de réagir, d'expliquer, de crier. C'est là qu'intervient l'entraînement mental. Avant d'ouvrir la bouche, respire et demande-toi si ta réponse changera quelque chose ou ne servira qu'à gonfler l'ego de celui qui t'a blessé. 9 fois sur 10, tu découvriras que parler ne fera qu'aggraver la situation. Utilise le silence comme une limite, pas comme une punition. C'est une façon de protéger ton énergie et de ne pas la prêter à ceux qui ne la méritent pas. Au lieu de t'engager dans des débats interminables ou de te justifier auprès de personnes qui ont déjà décidé de ne pas t'écouter,
Garde tes mots pour construire quelque chose de précieux. Un projet, une habitude, un progrès. Chaque réponse que tu ne donnes pas est du temps que tu récupères pour toi. Le silence communique aussi, mais il communique la maturité. Il dit « Je ne vais pas me rabaisser à ton niveau. Ma paix vaut plus que cette bagarre. Tes mots n'ont pas de pouvoir ici. C'est la force qui désarme celui qui espérait te voir brûler. Lorsque le silence est maintenu avec fermeté, il devient plus éloquent que 1000 discours. Dans la pratique quotidienne, cela signifie apprendre à choisir tes batailles. Tous les commentaires ne méritent pas de réponse. Toutes les accusations ne méritent pas de défense. Commence par le simple. Garde le silence face aux commérages, aux critiques déguisées en conseils, aux provocations faites pour te blesser. Pratique de rester calme, même lorsque ton orgueil te crie de répondre. Avec le temps, tu découvriras que le silence, plus qu'une tactique, est un art qui renforce ton caractère. Le jour où tu apprendras à te taire sans te sentir faible, tu auras fait un pas énorme vers ta liberté émotionnelle. Tout le monde ne mérite pas ta voix, et chaque fois que tu choisis de ne pas répondre, tu leur rappelles qu'ils n'ont pas de droit sur toi. Le silence, bien utilisé, est la preuve que tout ce qu'on te lance n'a pas assez de poids pour te briser. Il est, en essence, un rappel que ta paix est toujours à toi et n'est pas à vendre. 2. Garde ton calme comme un bouclier. Le calme est comme un lac profond au milieu d'une tempête. En surface, le vent agite les vagues, frappe les rives et arrache les branches des arbres. Mais sous la surface, l'eau reste sereine, intacte, étrangère au chaos. Cette sérénité inébranlable est le véritable bouclier qui protège celui qui décide de ne pas réagir au premier coup de provocation. Garder son calme ne signifie pas être froid ou indifférent à tout ce qui se passe, c'est avoir le contrôle de soi-même, même lorsque le monde essaie de vous entraîner dans le désordre. Dans la vie, les personnes qui cherchent à vous nuire cherchent rarement à vous blesser physiquement. Ce qu'elles cherchent, c'est à vous voler votre paix. Elles gagnent lorsque vous perdez le contrôle, car elles savent qu'un esprit agité commet des erreurs, parle trop et prend des décisions qu'il regrettera plus tard. C'est pourquoi le calme est votre défense la plus solide. En le conservant, vous gardez le contrôle de vos actions, de vos paroles et de vos décisions. Marc Aurèle écrivait que l'homme fort est celui qui ne se laisse pas ébranler par les vents du destin. Et ces vents sont les paroles, les gestes et les attitudes de ceux qui veulent vous voir tomber. Chaque fois que vous choisissez de ne pas vous laisser perturber par une attaque, vous affirmez qu'ils n'ont pas la clé de votre humeur. Garder son calme n'est pas quelque chose qui se produit par instinct. Il faut le cultiver. Commencez par reconnaître les premiers signes de colère. Le pouls qui s'accélère, les muscles qui se tendent, la respiration qui s'accélère. Dès que vous les remarquez, respirez profondément et donnez-vous un peu d'espace avant de répondre. Ce petit répit est le moment où vous choisissez entre réagir impulsivement ou répondre intelligemment. Le calme est aussi un signe de respect envers soi-même. Lorsque vous choisissez de ne pas crier ou de ne pas vous laisser emporter par la colère, vous vous prouvez que votre dignité est au-dessus des caprices des autres. Épictète disait que celui qui vous provoque ne vous fait pas de mal. Il vous offre seulement une invitation à perdre le contrôle, et c'est à vous d'accepter ou non cette invitation. En pratique, cela signifie ne pas laisser chaque commentaire vous déstabiliser. Si quelqu'un cherche à vous humilier devant les autres, gardez un ton bas et des mots mesurés, car rien ne déconcerte plus l'agresseur que de voir qu'il ne parvient pas à vous briser. Si une situation devient insupportable, retirez-vous avant d'exploser. Le calme n'est pas de rester immobile et de tout supporter, c'est de se mouvoir avec clarté pour ne pas tomber dans le piège de la colère. L'autocontrôle est un muscle qui se renforce avec la discipline. Vous pouvez le former tous les jours en affrontant de petits désagréments sans réagir immédiatement. Supportez l'impatience dans le trafic. Gardez le silence face à un commentaire inutile. Respirez lorsque vous ressentez l'envie de répondre avec sarcasme. Chacune de ces petites victoires construit la force dont vous aurez besoin dans des moments plus difficiles. Le calme est un bouclier parce qu'il désarme l'adversaire. Une personne calme projette de la fermeté. Et celui qui essaie de la provoquer finit par être frustré de ne pas trouver de faille à exploiter. Peu importe combien il crie fort ou combien l'offense est injuste,
Votre sérénité sera une réponse qui leur montre qu'ils n'ont pas de pouvoir sur vous. Le véritable triomphe arrive lorsque vous découvrez que vous n'avez pas besoin de prouver votre force par des cris ou des gestes impulsifs. Le calme parle pour vous. Il dit que vous avez le contrôle de vous-même, que votre paix n'est pas à vendre et que vous ne la céderez à personne. Lorsque vous parvenez à rester dans cette quiétude intérieure, même au milieu des tempêtes, vous devenez quelqu'un d'impossible à manipuler et de très difficile à vaincre. 3. Retire-toi pour protéger ta paix. La paix intérieure est comme un jardin silencieux qui ne fleurit que lorsqu'on le protège du bruit et des déchets que d'autres essaient de lui jeter. Il ne suffit pas de planter des fleurs, il faut fermer la porte lorsque quelqu'un arrive avec des épines. Se retirer à temps est ce geste de fermer le portail, non par peur ou par lâcheté, mais pour éviter que le chaos extérieur ne ruine ce que tu as tant peiné à cultiver à l'intérieur. Beaucoup de gens confondent l'acte de se retirer avec celui de se rendre, comme si s'éloigner était synonyme de fuir. Mais en réalité, te retirer, c'est choisir de ne pas sacrifier ta santé mentale pour une bataille qui n'en vaut pas la peine. C'est avoir le courage de reconnaître que ta tranquillité est un trésor qui ne se négocie pas, et que rester dans un endroit où tout te retire du calme ne fait que te rendre otage de la situation. Les stoïciens ont toujours insisté sur le pouvoir de contrôler ce qui dépend de nous et de lâcher ce qui ne l'est pas. Marc Aurèle disait que l'homme qui se laisse entraîner par le désordre extérieur perd le contrôle de sa propre âme. Te retirer, c'est te rappeler que personne d'autre que toi n'a le droit de décider où tu places ton énergie et à qui tu donnes accès à ton monde intérieur. En pratique, se retirer ne signifie pas toujours couper tous les liens ou disparaître complètement. Parfois, c'est aussi simple que de ne pas participer à des conversations que tu sais qu'elles finiront en dispute, de cesser d'assister à des endroits où tu ne reçois que des critiques ou de te distancer émotionnellement des personnes qui se nourrissent de ta réaction. C'est apprendre à fixer une limite sans l'annoncer ni l'expliquer. Te retirer est aussi un acte d'intelligence émotionnelle, car il te permet de conserver des forces pour ce qui compte vraiment. Rester à combattre sur chaque champ de bataille ne fait que t'épuiser et te rendre amer. Le retrait stratégique n'est pas un pas en arrière, c'est avancer vers un terrain plus sûr où tu peux grandir sans interférence. Épictète enseignait que la véritable liberté consiste à ne pas dépendre de ce que font ou ne font pas les autres. Lorsque tu décides de te retirer des situations qui sabotent ta paix, tu exerces cette liberté. Personne ne t'entraîne dans la tempête si tu n'acceptes pas de monter à bord du navire qui coule. L'un des pièges les plus courants est de croire que te retirer signifie donner raison à l'autre. Rien n'est plus éloigné de la vérité. Te retirer, c'est choisir de ne pas perdre de temps à prouver qui a raison à quelqu'un qui a déjà décidé de ne pas écouter. C'est reconnaître que ton énergie est mieux investie à construire ta vie qu'à essayer de réparer quelque chose qui ne veut pas être réparé. Pour appliquer ce principe, observe ton environnement avec honnêteté. Demande-toi quel lieu, quelle personne ou quelle dynamique te laisse t'épuiser émotionnellement. Si tu te sens plus fatigué après une rencontre qu'avant d'y entrer, c'est un signe. Commence à limiter ta présence et à réduire le contact sans te sentir coupable. Il ne s'agit pas de couper les liens par fierté, mais de protéger l'espace où ton esprit respire et ton cœur reste ferme. Se retirer pour protéger la paix n'est pas de la lâcheté, c'est de la sagesse. C'est le rappel que tu n'es pas obligé de rester là où il n'y a plus de respect ni d'équilibre. Parfois, la plus grande preuve de force est de te retirer sans bruit, sans dispute, sans explication, en laissant le silence et ton absence parler pour toi. Celui qui n'a pas su prendre soin de ta présence, tôt ou tard, ressentira le vide que tu as laissé pendant que tu continues à avancer avec la sérénité intacte. 4. Investis ton énergie en toi. L'énergie personnelle est comme l'eau d'une source. Si tu la laisses couler vers les marécages des conflits inutiles, elle se trouble et disparaît dans les broussailles. Mais si tu la canalises vers ton propre terrain, elle fait jaillir des jardins là où il n'y avait auparavant que de la terre sèche.
Chaque fois que tu choisis où dépenser ton attention, tu décides si tu nourriras la croissance ou l'épuisement. Investir ton énergie en toi n'est pas de l'égoïsme. C'est la façon la plus sensée de t'assurer que ce que tu construis avec effort ne s'effondre pas en soutenant des batailles étrangères. L'une des erreurs les plus courantes lorsque quelqu'un essaie de te nuire est de tomber dans son jeu, de passer des heures à penser à ce qu'il a fait, à ce que tu devrais lui répondre ou à comment tu pourrais te venger. Cette consommation constante d'énergie non seulement t'épuise, mais te prive du temps pour les choses qui peuvent vraiment transformer ta vie. La meilleure réponse à celui qui voulait te voir tomber est de progresser pendant qu'il reste stagnant. Sénèque disait que la vie est courte et que nous ne devons pas la gaspiller en discussions inutiles. Chaque minute que tu gaspilles dans un affrontement est une brique que tu ne mets pas dans les fondations de ton propre avenir. Investir en toi signifie diriger cette force vers des activités qui renforcent ton esprit, ton caractère et ton bien-être physique. Cela peut être quelque chose d'aussi basique que de faire de l'exercice, d'apprendre une nouvelle compétence ou de consacrer du temps à la lecture qui enrichit ta vision du monde. L'autocontrôle nécessite de la discipline, et la discipline grandit là où tu places ton attention quotidienne. Au lieu de perdre des heures à vérifier les réseaux sociaux pour voir ce que disent les autres, ou à penser à la dernière offense que tu as reçue, utilise cette énergie pour établir de petits objectifs qui stimulent ton développement. Chaque pas que tu fais vers ton progrès est un rappel que l'autre personne n'a aucun pouvoir sur toi. Épictète enseignait que personne ne peut te prendre ta volonté ni ta capacité de choisir. Et cela inclut la décision de ne pas donner ton énergie à celui qui ne la mérite pas. Dirige ton attention vers tout ce qui dépend de toi, ta santé, tes habitudes, ton caractère. La force que tu obtiendras de cet effort silencieux sera beaucoup plus efficace que n'importe quel mot que tu pourrais lancer en réponse. En pratique, commence par observer où tu dépenses ton temps et quelles personnes occupent ton esprit lorsqu'elles ne sont pas présentes. Demande-toi si cette dévotion te rapproche de ce que tu veux être ou te maintient ancré dans un conflit sans sens. Puis fais des ajustements conscients. Réduis le contact avec ce qui ne t'apporte rien, établis des horaires pour te concentrer sur tes projets et entoure-toi de choses qui nourrissent ta croissance, pas de problèmes étrangers. Investir en toi implique aussi de prendre soin de ton état émotionnel. Cela signifie apprendre à te déconnecter du bruit extérieur et à trouver des moments de calme pour réfléchir à tes objectifs. Un esprit en paix est plus productif et plus fort pour affronter les défis qui comptent vraiment. Quand quelqu'un essaie de te nuire et voit qu'au lieu de te laisser abattre, tu utilises cette expérience comme carburant pour avancer, il découvre qu'il a perdu toute influence sur ta vie. Ta croissance devient une réponse silencieuse, impossible à ignorer. L'indifférence devient alors une déclaration. Je n'ai pas de temps pour toi, parce que je suis occupé à construire quelque chose de mieux pour moi. En fin de compte, investir ton énergie en toi n'est pas seulement une stratégie de défense, c'est une façon de transformer l'adversité en élan. Alors que d'autres restent coincés dans leur propre colère, tu continues d'avancer avec des pas fermes. Ce progrès silencieux est le triomphe le plus éclatant, celui qui prouve qu'aucune attaque n'a pu t'arrêter. 5. Ferme la porte aux provocations. Les provocations sont comme des étincelles lancées sur un terrain sec. Elles ne font pas de mal en elles-mêmes. Mais si tu les laisses tomber et que tu ne les éteins pas à temps, elles finissent par tout incendier sur leur passage. Fermer la porte aux provocations, c'est comme maintenir un pare-feu autour de ton esprit, une limite invisible qui empêche le feu étranger de trouver du combustible en toi. C'est une pratique qui exige une vigilance constante, car le véritable pouvoir d'une provocation ne réside pas dans l'étincelle, mais dans la réaction qu'elle suscite en toi. Ceux qui cherchent à te blesser savent qu'ils ne peuvent pas toujours le faire avec des faits. Alors, ils ont recours à des mots calculés pour te faire perdre le contrôle. Il suffit d'une moquerie, d'une insinuation ou d'un geste pour allumer la colère de quelqu'un qui n'est pas préparé. Mais lorsque tu apprends à détecter ces tentatives et que tu décides de ne pas participer à leur jeu, tu leur enlèves la seule ressource qu'ils avaient,
Il n'y a pas de combat possible si tu ne réponds pas au premier coup verbal. Le stoïcisme enseigne que la souffrance ne vient pas des actes des autres, mais de l'interprétation que nous en faisons. Épictète insistait sur le fait que personne ne peut te forcer à te mettre en colère. On te propose seulement l'opportunité de réagir, et c'est à toi de décider si tu l'acceptes. Fermer la porte aux provocations, c'est comprendre que la provocation n'existe que lorsque tu lui donnes une place en toi. Dans la pratique quotidienne, cela signifie apprendre à reconnaître le moment où quelqu'un essaie de t'entraîner dans une dispute inutile. C'est remarquer le ton avec lequel on te parle, les mots qu'on choisit pour toucher tes points faibles et refuser d'entrer dans cette dynamique. Tu n'as pas à te justifier, ni à expliquer pourquoi tu décides de ne pas répondre. Il suffit de te retirer émotionnellement de la conversation, de garder un ton neutre ou simplement de garder le silence. Prendre soin de cette porte implique également de travailler sur toi-même pour qu'il ne soit pas si facile pour les autres de trouver tes points faibles. Si tu sais que certaines critiques te blessent plus que la normale, consacre du temps à renforcer ce domaine de ta vie. Plus tu es sûr de qui tu es et de ce que tu vaux, moins il y aura de combustible pour que la provocation allume un conflit. Sénèque conseillait de ne pas laisser les paroles des autres nous faire du mal, car cela reviendrait à leur accorder un pouvoir qu'ils ne possèdent pas. En te souvenant de cela, chaque provocation que tu décides d'ignorer devient un acte de maîtrise de soi. Tu dis « Je ne vais pas laisser ton poison trouver une place en moi ». Un autre aspect important est d'apprendre à identifier les situations qui ont tendance à se répéter et qui te poussent généralement à réagir. Cela peut être une réunion avec des personnes conflictuelles, une conversation qui finit toujours par des disputes ou même des commentaires sur les réseaux sociaux. Anticiper le terrain où les provocations ont tendance à apparaître te permet de préparer une réponse plus froide et d'éviter d'être pris au dépourvu. Fermer la porte, ce n'est pas fuir la réalité ni permettre les injustices, c'est décider de ne pas gaspiller ton énergie dans des combats qui ne mènent à aucune solution. Lorsque tu y parviens, tu te rends compte que le véritable pouvoir réside dans ta capacité à choisir où t'impliquer. Chaque fois que tu ne réponds pas, tu affaiblis le provocateur, car la provocation meurt lorsqu'elle ne trouve pas d'écho. Avec le temps, tu découvriras que cette attitude ne te protège pas seulement des conflits externes, mais améliore également ta paix intérieure. L'esprit cesse d'être en alerte à chaque mot offensant. Le cœur bat plus calmement et la vie devient plus légère. C'est la victoire silencieuse que recherchaient les stoïciens. Ne pas permettre que l'étranger vole ta sérénité. 6. Choisis l'indifférence comme arme. L'indifférence est comme un mur de glace face au feu. Le feu crie, crépite, lance des étincelles pour attirer ton attention. Mais le mur reste intact, froid, sans réagir, jusqu'à ce que le feu s'éteigne seul par manque d'air. C'est ainsi que l'indifférence agit face à ceux qui tentent de te provoquer. Il ne s'agit pas de faire semblant de ne rien ressentir, mais de ne pas permettre que ce qu'ils font ait le pouvoir de modifier ta trajectoire. C'est la décision consciente de ne pas leur donner le privilège de t'affecter. Beaucoup de gens confondent l'indifférence avec l'apathie, comme si c'était de l'insensibilité. En réalité, l'indifférence est une stratégie, une forme d'autoprotection qui coupe le lien émotionnel avec ce qui ne mérite pas ton énergie. C'est reconnaître que tout ne mérite pas ton attention et que consacrer ton esprit à celui qui cherche à te faire du mal ne lui donne que plus d'espace qu'il ne le mérite. Les stoïciens enseignaient que notre esprit est libre tant que nous décidons de ce qui a du poids et de ce qui n'en a pas. Marc Aurèle conseillait de ne pas dépenser d'énergie dans ce que nous ne pouvons pas contrôler. Et l'attitude des autres est l'une de ces choses. En choisissant l'indifférence, tu montres que ce qu'ils font n'a pas l'autorité pour changer ton humeur ou ta vision de toi-même. Celui qui cherche à te blesser a besoin d'une réponse pour se sentir puissant. Chaque geste de colère, chaque mot lancé en défense est de la nourriture pour son ego. En revanche, lorsque tu réponds avec indifférence, tu dégonfles cette illusion. L'indifférence dit « Tu n'es pas aussi important que tu le pensais ». Rien ne frustre plus un provocateur que de découvrir qu'il ne parvient pas à perturber ta tranquillité.
Pratiquer l'indifférence est un exercice de discipline interne. Cela signifie arrêter de suranalyser chaque mot, chaque regard, chaque geste qui t'est adressé. Cela implique de se rappeler encore et encore que leur opinion ne définit pas ta valeur. Cette habitude nécessite de la constance, car l'esprit a tendance à s'accrocher au négatif. C'est pourquoi il est vital de t'entraîner à lâcher ce que tu ne peux pas changer. Dans la vie quotidienne, l'indifférence se manifeste par des actions simples. Ne pas répondre aux messages qui ne cherchent qu'à discuter. Ne pas chercher d'explications là où il n'y en aura pas. Ne pas vérifier les réseaux pour savoir ce qu'on dit de toi. Elle se manifeste également dans ta posture, dans ton ton de voix et dans la sérénité avec laquelle tu poursuis tes plans, même si d'autres tentent de s'interposer. Sénèque avertissait que nous ne devons pas permettre aux autres de vivre dans notre esprit comme s'ils payaient un loyer. Chaque fois que tu choisis l'indifférence, tu expulses ceux qui ne méritent pas d'occuper ton espace mental. Tu dis « Je ne m'intéresse pas à ce que tu essaies, je continue mon chemin ». Une erreur courante est de croire que l'indifférence est de ne pas agir face à une injustice. Non, cela signifie ne pas réagir émotionnellement ni permettre que la provocation te sorte de ton centre. Parfois, la meilleure façon de montrer sa force est de continuer à faire ce que tu fais sans faire de bruit, en démontrant qu'il n'y a rien qu'il puisse faire pour freiner ton avancement. Avec le temps, cette attitude change la façon dont les autres te perçoivent. Les gens cessent de te voir comme quelqu'un de facile à perturber et commencent à reconnaître ta force. Et toi, en te libérant de ce fardeau émotionnel, tu trouves plus d'énergie pour investir dans ce qui compte vraiment. L'indifférence bien utilisée n'est pas de la froideur, ni un désintérêt pour la vie. C'est une déclaration que ta paix n'est pas à vendre et que personne ne peut acheter ton attention avec des provocations bon marché. C'est le rappel que tout ne mérite pas une réponse et que parfois, la victoire la plus élégante est simplement de ne pas participer. 7. Maîtrise tes émotions avant qu'elles ne te maîtrisent. Les émotions sont comme des chevaux sauvages, puissants, pleins d'énergie et capables de t'emmener loin. Mais si tu ne les domptes pas, ils peuvent se déchaîner et t'entraîner sur des chemins dangereux jusqu'à te laisser épuisé ou blessé. Maîtriser tes émotions ne signifie pas les réprimer ni prétendre qu'elles n'existent pas. Cela signifie apprendre à tenir les rênes pour qu'elles te servent au lieu de te gouverner. Celui qui essaie de te faire du mal parie souvent sur le fait que tu perdras le contrôle, car il sait qu'une personne dominée par la colère, la peur ou le ressentiment devient son propre ennemi. Chaque explosion de colère, chaque mot impulsif et chaque décision prise dans un moment de fureur est un cadeau que tu fais à celui qui cherchait à te voir trébucher. C'est pourquoi le véritable pouvoir ne réside pas dans la force avec laquelle tu frappes, mais dans le calme avec lequel tu choisis de ne pas frapper. Le stoïcisme est clair à ce sujet. Tu ne peux pas empêcher les émotions d'apparaître, mais tu peux décider de ce que tu fais avec elles. Épictète enseignait que les choses ne nous blessent pas. C'est le jugement que nous portons sur elles qui nous blesse. Si tu laisses la colère obscurcir ton esprit, tu perds le contrôle de ton jugement. Et lorsque le jugement tombe, tout ton caractère vacille. Maîtriser les émotions est un entraînement constant. Commence par les reconnaître au moment où elles surgissent. Ressens la chaleur de la colère dans ta poitrine, la tension dans tes épaules, l'impatience dans ton battement de cœur accéléré. Au lieu de réprimer ces signaux, observe-les sans te laisser emporter. Respire, compte jusqu'à 10 si nécessaire, mais ne cède pas au premier impulse. Cette bref espace entre le ressenti et l'action et tout se forge l'autocontrôle. Pratiquer la maîtrise émotionnelle nécessite également d'apprendre à changer le dialogue interne. Au lieu de dire « c'est insupportable » ou « je ne peux plus », et c'est difficile, mais je peux le gérer. Les mots que tu choisis pour te parler à toi-même peuvent t'énerver davantage ou te ramener au centre. Marc Aurèle avait l'habitude d'écrire qu'un homme fort n'est pas celui qui ne ressent jamais de colère, mais celui qui ne permet pas à cette colère de le rendre esclave. Cela implique d'avoir la discipline pour t'arrêter lorsque l'émotion pousse à réagir immédiatement. La réaction peut sembler satisfaisante sur le moment,
mais elle entraîne souvent des conséquences qui durent bien plus longtemps que le plaisir momentané de se défouler. Dans la vie quotidienne, la maîtrise émotionnelle se remarque dans ce que tu décides de ne pas dire, dans les messages que tu n'envoies pas, dans les gestes que tu choisis de ne pas montrer et dans les disputes que tu décides de ne pas alimenter. On la voit quand tu préfères quitter un lieu plutôt que d'exploser, quand tu choisis d'écouter plutôt que d'interrompre en criant, quand tu comprends que la paix vaut plus que d'avoir le dernier mot. Sénèque avertissait que la colère est une folie passagère. Chaque fois que tu choisis de ne pas céder à cette folie, tu te prouves que tu es plus fort que ton impulsion. Cette force intérieure te permet de marcher la tête haute, même quand tout autour de toi semble t'inviter à te battre. Maîtriser les émotions est en fin de compte un acte de respect envers toi-même. Il ne s'agit pas de devenir un rocher sans sentiment, mais de comprendre que tes émotions sont des outils, pas des chaînes. Lorsque tu les maîtrises, elles deviennent des alliés qui t'aident à agir avec clarté et fermeté. Celui qui atteint ce contrôle devient imprévisible pour ceux qui tentent de le provoquer, car il n'y a pas de bouton qu'ils peuvent appuyer pour le faire exploser. C'est là la véritable liberté. Savoir que tes réactions ne sont pas à vendre et que personne ne peut les acheter avec des insultes, des moqueries ou des provocations. Lorsque tu maîtrises tes émotions avant qu'elles ne te maîtrisent, tu deviens le maître absolu de toi-même. Oui, ayez confiance que le temps rendra justice. Le temps est comme une rivière silencieuse qui ne s'arrête jamais. Il peut sembler calme en surface, mais son courant emporte tout ce qui n'est pas solidement ancré. Tôt ou tard, il révèle ce que l'eau cachait. Avoir confiance en le temps, c'est accepter que tout ne se résout pas instantanément et que certaines batailles sont gagnées simplement en attendant que la rivière suive son cours. Celui qui essaie de vous faire du mal cherche généralement des résultats immédiats. Il veut vous voir réagir, perdre le contrôle, répondre avec colère. Mais lorsque vous choisissez d'attendre et de garder votre calme, vous lui retirez cette satisfaction. Le temps finit par montrer qui a agi avec dignité et qui a laissé le poison le consumer. Vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit sur le moment, car les actes parlent plus fort lorsque la poussière retombe. Le stoïcisme nous rappelle que nous ne contrôlons ni les événements extérieurs, ni le destin des autres, mais que nous pouvons contrôler la manière dont nous répondons et le chemin que nous choisissons. Marc Aurèle conseillait de ne pas s'obséder par la justice immédiate, car l'univers a son propre ordre, même s'il met du temps à se manifester. Avoir confiance en le temps ne signifie pas rester les bras croisés, mais continuer à grandir pendant que les conséquences naturelles atteignent chacun. En pratique, cela signifie ne pas s'épuiser à chercher la revanche, ni à dépenser de l'énergie à prouver que vous avez raison. La vie, avec le temps, révèle la vérité. Celui qui ment se prend dans ses propres mensonges. Celui qui blesse reste pris dans sa propre amertume. Vous, pendant ce temps, avancez en silence, renforcé par la patience. Sénèque avertissait que la colère est impatiente, mais la sagesse sait attendre. La patience n'est pas de la passivité. C'est une force qui vous permet de rester ferme pendant que tout se met en place. Le temps met chacun à sa place, même si ce n'est pas au moment où vous le souhaiteriez. Lorsque vous apprenez à avoir confiance en le temps, le ressentiment perd de sa force. Vous n'avez plus besoin de régler des comptes, car vous savez que la vie le fera pour vous. Cela vous libère du fardeau de surveiller l'autre et vous permet de vous consacrer à la construction de votre propre chemin. Au final, c'est la victoire la plus sereine. Voir que vous avez continué à avancer pendant que le temps s'occupait de démasquer ce qui devait être révélé. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Les mots qui sortent de ta bouche sont comme les empreintes que tu laisses où tu passes. Ils révèlent qui tu es, même si tu essaies de le cacher. Tu peux feindre avec ton apparence, avec ce que tu montres sur les réseaux ou avec les succès dont tu te vantes. Mais il suffit de t'écouter quelques minutes pour savoir de quoi tu es fait.
Un homme se trahit quand il parle, et pas par accident, mais parce que ce qu'il dit est le reflet direct de son esprit et de son caractère. Nous vivons entourés de phrases vides, de plaintes, d'excuses déguisées en arguments, de commentaires qui essaient de paraître intelligents, mais qui ne font que révéler l'insécurité de celui qui les prononce. Un homme qui blâme les autres pour ses échecs démontre sa faiblesse. Celui qui se vante de tout savoir, en réalité avoue sa peur d'apprendre. Celui qui dit « c'est impossible » déclare qu'il a déjà abandonné avant de commencer. Et celui qui assure qu'il ne se soucie de rien n'est pas courageux. C'est quelqu'un qui a renoncé à ressentir. Les mots ne mentent pas. Ils montrent la limite mentale de chaque personne. Un homme sage n'a pas besoin d'orner son discours ni de lancer des phrases pour impressionner. Il parle avec responsabilité, avec humilité et avec fermeté, parce qu'il sait que sa valeur ne se mesure pas à ce qu'il promet, mais à ce qu'il fait. Changer la façon dont tu parles n'est pas une question de mode ou de phrases motivantes. C'est entraîner ton esprit à cesser d'être une victime de la médiocrité et à commencer à vivre avec du caractère. Si tu prends ta vie au sérieux, tu devras revoir chaque mot que tu dis, parce que ce que tu répètes ne sort pas seulement de ta bouche. Cela façonne la personne en laquelle tu te transformes. 1. Prends possession de tes erreurs. Un bateau au voile déchiré n'arrivera jamais au port, peu importe combien il blâme le vent. C'est ainsi que vit celui qui passe son temps à reprocher aux autres la direction de sa propre vie. Tu peux pointer du doigt le climat, la mer, l'ancien capitaine ou tout ce qui t'entoure, mais tant que tu ne prends pas la barre de tes propres mains, tu resteras à la dérive. La plupart des gens dépensent leur énergie à chercher des coupables, convaincus qu'il est plus facile de pointer du doigt que de reconstruire. Ils ne se rendent pas compte que cette attitude les maintient enchaînés au même point, incapables d'avancer. Quand tu blâmes les autres, tu cèdes le contrôle de ta vie. Pense à ceci. Chaque fois que tu dis « je n'ai pas réussi à cause de mon patron, de mon partenaire, du gouvernement ou de la chance », tu cèdes le contrôle de ton destin à quelqu'un d'autre. Je n'ai pas seulement une faiblesse, c'est une renonciation silencieuse à ton propre pouvoir. Un homme fort, en revanche, ne perd pas de temps à chercher des excuses. Il reconnaît où il a échoué et se demande ce qu'il peut faire pour s'améliorer. C'est la première grande différence entre quelqu'un qui parle en victime et quelqu'un qui parle en maître de lui-même. Le langage reflète la mentalité. Celui qui dit « ils m'ont mis en colère » affirme que ses émotions dépendent des autres. Celui qui dit « j'ai décidé de me mettre en colère » démontre qu'il prend la responsabilité de ce qu'il ressent. Cette simple différence de mots montre deux mondes opposés. Celui de l'homme qui se sent à la merci de tout et celui de l'homme qui comprend que, bien qu'il ne puisse pas contrôler ce qui se passe à l'extérieur, il contrôle sa réaction. La philosophie stoïcienne enseigne que la souffrance n'est plus de nos interprétations que des faits. Si un obstacle apparaît, l'insensé le voit comme une injustice, tandis que le sage le prend comme un défi. Cette perspective ne s'acquiert pas du jour au lendemain, mais avec une pratique constante. Tu dois commencer par surveiller comment tu parles des problèmes. Arrête de dire « je ne peux pas à cause de » et remplace-le par « je n'ai pas réussi parce que je ne me suis pas assez préparé, mais je peux essayer à nouveau ». Ce n'est pas seulement un changement de phrase, c'est un changement d'identité. Prendre possession de ses erreurs ne signifie pas se noyer dans la culpabilité ni se punir constamment. Cela signifie accepter avec maturité que chaque choix a des conséquences et que bien que nous ne décidions pas toujours de ce qui se passe, nous décidons toujours comment y répondre. Si tu perds une affaire, au lieu de blâmer le marché, examine tes décisions financières. Si ta relation se brise, au lieu de blâmer l'autre, réfléchis à ce que tu as apporté ou omis d'apporter. C'est ce qui forge le caractère. Regarder dans le miroir sans chercher de raccourcis pour éviter la vérité. Un homme qui assume ses erreurs devient digne de confiance. Personne ne respecte celui qui a toujours une excuse prête. On respecte celui qui dit « j'ai échoué mais je vais le corriger ». Ce type de caractère inspire plus que n'importe quel discours enjolivé. De plus, lorsque tu acceptes ta responsabilité, tu reprends le contrôle. Tu n'attends plus que les circonstances changent par magie. Tu commences à changer toi-même.
Beaucoup fuient cette attitude parce qu'il est douloureux de reconnaître sa propre fragilité. Cependant, la douleur de la vérité est brève et libératrice, tandis que le poids du mensonge et de l'excuse est interminable. Chaque fois que tu blâmes quelqu'un d'autre, tu portes une pierre de plus dans ton sac à dos. Lorsque tu acceptes ton erreur, tu lâches ce poids et avances avec plus de légèreté. Le stoïcisme nous rappelle que la vertu n'est pas dans ce que nous disons que nous ferons, mais dans la façon dont nous agissons face à l'adversité. Assumer ses erreurs est un acte de courage, car cela signifie admettre que nous aurions pu faire mieux et que nous sommes prêts à essayer à nouveau. Cette pratique devient une habitude lorsque chaque soir tu passes en revue ta journée et te demandes avec honnêteté « Où aurais-je pu agir mieux ?» Quels mots ai-je utilisés qui ont montré ma faiblesse? Que puis-je corriger demain? Cet exercice quotidien façonne le caractère d'un homme fort. Rappelle-toi que tu ne contrôleras pas les tempêtes qui viendront, mais tu peux toujours ajuster les voiles. La prochaine fois que tu seras tenté de dire « ce n'est pas de ma faute », arrête-toi une seconde et demande-toi quelle part dépendait de toi. Au début, cela peut être inconfortable. Mais peu à peu, tu découvriras que l'inconfort est un signe de croissance. Ce qui n'est pas reconnu ne peut pas être amélioré, et ce qui n'est pas amélioré se répète. Un homme qui prend possession de ses erreurs prend possession de sa vie. Tandis que d'autres perdent du temps à chercher des coupables, lui cherche des solutions. Tandis que d'autres voient des problèmes, lui voit des opportunités d'apprentissage. C'est là la véritable force. Ne pas fuir la responsabilité mais l'embrasser. Parce qu'au final, la vie respecte celui qui cesse de se cacher derrière des excuses et qui se confronte à lui-même avec un regard ferme et un caractère intact. 2. Tais-toi et apprends avant de te vanter. Un jeune arbre qui essaie de montrer son ombre avant de grandir finit par se briser au premier vent fort. Il en va de même pour ceux qui parlent trop avant d'avoir suffisamment appris. Ils veulent projeter une grandeur, mais ne font que révéler leur fragilité. Un homme qui se vante de connaissances sans les avoir cultivées est comme une coupe vide qui fait du bruit au moindre choc. Elle sonne beaucoup, mais ne nourrit personne. À notre époque, où tout le monde a une opinion et où les réseaux sociaux transforment n'importe qui en prétendu expert, le silence est devenu un acte de rébellion. La plupart des gens pensent que parler plus signifie en savoir plus, alors qu'en réalité, les hommes vraiment sages écoutent plus qu'ils ne parlent. Ils comprennent que chaque mot a du poids et que s'il est prononcé sans fondement, il devient de la fumée emportée par le vent. Celui qui se vante sans maîtriser ce qu'il dit finit par être ridicule lorsque les faits le contredisent. C'est le piège de la vanité, confondre l'apparence du savoir avec la véritable sagesse. Le stoïcisme enseigne qu'un homme prudent est celui qui reconnaît combien il lui reste à apprendre, car seul celui-ci peut grandir. Lorsque tu admets que tu ne sais pas tout, tu ouvres la voie à la connaissance. En revanche, si tu te remplis de mots creux, tu fermes la porte à l'apprentissage. Le langage révèle le niveau d'humilité d'une personne. Celui qui dit constamment « je le sais déjà » bloque l'opportunité de découvrir quelque chose de nouveau. Celui qui se tait pour écouter démontre une force intérieure, car il n'a pas besoin de prouver sa valeur par des discours. Ce principe semble simple, mais il est l'un des plus difficiles à appliquer, car l'ego veut toujours être vu et admiré. Cependant, un homme qui parle moins et observe plus a un avantage. Il apprend des erreurs des autres, comprend les dynamiques autour de lui et évite de se retrouver pris dans des conflits inutiles. Il y a une énorme différence entre celui qui se tait par peur et celui qui se tait par sagesse. Le premier garde le silence parce qu'il a peur d'être jugé. Le second choisit de se taire parce qu'il sait que tout ne mérite pas une réponse. Le silence de l'homme sage est stratégique, non soumis. Il écoute, analyse, absorbe et n'intervient que lorsqu'il a quelque chose de précieux à apporter. C'est ainsi qu'il construit sa crédibilité, non pas avec des promesses ou des phrases grandiloquentes, mais avec des actes et des mots mesurés. Se vanter de connaissances prématurées est comme semer des graines dans un sol sec. Elles ne germent pas et se perdent. C'est pourquoi, avant d'essayer d'impressionner les autres, concentre-toi sur le nourrissage de ton esprit. Lys,
Écoute ceux qui ont de l'expérience, pose plus de questions que tu ne donnes d'opinion et observe attentivement. Chaque conversation peut devenir une leçon si tu es prêt à te taire assez longtemps pour la recevoir. Le stoïcisme nous rappelle que maîtriser la langue fait partie de la maîtrise de soi. Un homme qui ne peut contrôler son envie de parler est à la merci de sa vanité. En revanche, celui qui choisit ses mots avec soin démontre qu'il sait aussi maîtriser ses émotions. Pratiquer le silence conscient renforce l'esprit, car il t'oblige à réfléchir avant de réagir et te donne de l'espace pour comprendre avant de juger. Se taire et apprendre ne signifie pas réprimer ta voix pour toujours. Cela signifie attendre le moment approprié pour parler, et lorsque tu le fais, que tes mots portent le poids de l'expérience et de la réflexion. Cela te rend plus respecté, car les gens perçoivent la différence entre celui qui parle pour impressionner et celui qui parle pour édifier. Une façon pratique d'appliquer ce principe est d'adopter l'habitude d'écouter avec une véritable attention. La plupart des gens écoutent seulement en attendant leur tour pour répondre, pas pour comprendre. L'écoute active te permet de découvrir des nuances que d'autres ignorent et en outre démontre le respect envers celui qui partage sa perspective. Une autre pratique stoïcienne utile est de te demander avant de parler: est-ce que ce que je vais dire apporte quelque chose ou est-ce juste pour gonfler mon ego? Si cela n'apporte rien, garde le silence. L'humilité est la base de tout apprentissage. Les hommes qui atteignent la grandeur sont souvent les plus conscients de leurs limites, et cette conscience les maintient toujours ouverts à l'apprentissage. Le silence volontaire devient un maître constant, car il te permet d'absorber la connaissance de l'environnement, d'apprendre des erreurs des autres et de comprendre avant d'agir. Parler moins et apprendre plus aide aussi à construire des relations plus fortes. Les gens font confiance à celui qui écoute sans interrompre, à celui qui ne se précipite pas pour donner son avis sur tout. Le respect naît du sentiment que ta voix compte, et un homme qui sait écouter transmet cela aux autres. L'ego voudra toujours se vanter de ses réalisations, mais la véritable sécurité n'a pas besoin d'applaudissements. Un homme qui a confiance en lui ne gaspille pas d'énergie à prouver sa valeur à chaque instant, car il comprend que le temps montrera les fruits de son effort. Se taire n'est pas une faiblesse, c'est une discipline. C'est un acte de contrôle interne qui montre que tu maîtrises l'impulsion d'impressionner et que tu privilégies la croissance sur l'applaudissement momentané. Dans un monde où beaucoup sont désespérés d'être entendus, tu te démarqueras si tu sais garder le silence. Tes mots seront plus précieux parce qu'ils ne seront pas contaminés par le besoin ou l'ego. Et quand tu décideras de parler, ta voix aura la force de celui qui n'a pas besoin de se parer, parce qu'il a déjà fait le travail d'apprendre et de comprendre avant de s'exprimer. C'est le signe d'un homme stoïcien, quelqu'un qui sait que le véritable pouvoir de la parole vient de la connaissance et de l'humilité d'apprendre avant de se vanter. 3. Efface impossible de ton vocabulaire. Un mur semble invincible jusqu'à ce que quelqu'un trouve la porte cachée en lui. Le mot impossible est ce mur que beaucoup construisent dans leur propre esprit. Un mur fait de peur, de doute et de défaite anticipée. Ce n'est pas un obstacle réel. C'est une limite dessinée avec des mots qui finissent par façonner la réalité de celui qui le prononce. Chaque fois que quelqu'un dit « c'est impossible », il ne décrit pas le monde, il se décrit lui-même. Depuis l'enfance, nous entendons des phrases comme « ce n'est pas possible » ou « ce n'est pas à ta portée » et avec le temps, nous laissons ces idées devenir des vérités indiscutables. Le pire, c'est que nous les répétons comme un écho, sans les remettre en question, jusqu'à ce qu'elles finissent par définir ce que nous croyons être capables d'accomplir. Un homme qui utilise « impossible » comme excuse est quelqu'un qui a déjà décidé de renoncer avant même d'essayer. Et cette renonciation devient une habitude. Elle s'insinue dans chaque nouveau défi et dans chaque opportunité qui aurait pu transformer sa vie. Le stoïcisme enseigne que la limite d'un homme ne réside pas dans les circonstances extérieures, mais dans sa propre perception. Marc Aurèle a écrit que « si tu trouves cela insupportable, change ton attitude envers cela ». Et cette idée détruit l'illusion de l'impossible. Parce que beaucoup de choses ne sont pas impossibles. Elles nécessitent simplement plus d'efforts, plus de patience ou une stratégie différente.
Le mot « impossible » est en réalité une confession que nous ne sommes pas prêts à payer le prix nécessaire pour l'obtenir. Le langage que nous utilisons pour définir nos objectifs est crucial. Si tu dis « je ne peux pas », ton esprit cherche des preuves pour soutenir cette phrase et finit par se convaincre qu'elle est vraie. En revanche, si tu dis « je ne l'ai pas encore atteint », tu laisses la porte ouverte à la possibilité. C'est un petit changement dans la façon de parler, mais un énorme changement dans la façon de penser. L'homme qui remplace impossible par pas encore devient quelqu'un qui persévère, qui cherche des alternatives et qui ne se brise pas face au premier obstacle. L'homme faible se cache derrière ce mot, parce qu'il lui offre une sortie confortable pour ne pas faire d'efforts. Il dit « c'est impossible » et se libère ainsi de la responsabilité d'essayer. Un homme fort, en revanche, reconnaît les difficultés, mais ne les idolâtre pas. Il ne nie pas la réalité. Il accepte que le chemin peut être long et difficile, mais il garde la porte ouverte à la possibilité de le surmonter. C'est ce qui le distingue. Il ne se soumet pas aux limites imposées par les autres ou par ses propres peurs. Effacer « impossible » de son vocabulaire ne signifie pas croire en des fantasmes. Cela signifie cesser d'utiliser ce mot comme excuse pour ne pas agir. Personne ne peut voler en agitant les bras. C'est un fait physique. Mais apprendre une compétence, changer de métier, surmonter une peur ou reconstruire sa vie après un échec n'est pas impossible, c'est juste difficile. Le stoïcien comprend que la difficulté ne doit pas l'intimider, elle doit le motiver, car c'est précisément dans la difficulté que se forge le caractère. La pratique quotidienne de ce conseil commence par surveiller ton dialogue interne. Fais attention chaque fois que tu es sur le point de dire « je ne peux pas » ou « c'est impossible ». Demande-toi si cette affirmation est un fait prouvé ou simplement une réaction émotionnelle. Souvent, tu découvriras que ce n'est rien de plus que de la peur déguisée en logique. Change alors la phrase en une question. Qu'est-ce que je dois apprendre pour le rendre possible ? Ce petit geste transforme la plainte en action et te place dans le rôle de protagoniste plutôt que de victime. Un homme qui élimine ce mot de sa vie commence à découvrir des chemins qu'il ne voyait pas auparavant. L'esprit cherche des solutions lorsqu'il cesse d'accepter la défaite comme destin. Cette attitude stoïcienne non seulement renforce la volonté, mais inspire aussi les autres. Quelqu'un qui relève les défis sans se rendre devient un exemple de ce que signifie avoir du caractère. Il n'a pas besoin de le crier ou de s'en vanter, ses actions parlent pour lui. Un autre aspect important est de t'entourer de personnes qui ont également effacé ce mot de leur vocabulaire. La compagnie de gens conformistes et négatifs finit par contaminer la même vision limitée. En revanche, être proche de ceux qui voient des possibilités même dans l'adversité te rappelle que l'impossible est presque toujours juste une opinion, pas un fait. L'homme qui persévère comprend qu'il y aura des échecs en cours de route, mais il ne les utilise pas comme justification pour abandonner. Chaque chute devient une leçon sur comment se relever plus fort. Cette mentalité est celle qui détruit le mythe de l'impossible. Ce n'est pas une question de motivation passagère, c'est de la discipline et de la constance, l'habitude d'essayer encore et encore jusqu'à trouver la bonne façon. Le stoïcisme souligne que le véritable contrôle réside dans nos actions et nos décisions, pas dans les résultats immédiats. Cela libère de la frustration de ne pas voir de changement rapide, car tu sais que tant que tu continues à agir, tu accomplis ton devoir. Cette vision est celle qui te permet de continuer à avancer même lorsque le progrès est lent. Chaque mot que tu prononces devient un ordre silencieux pour ton esprit. Si tu lui dis « c'est impossible », elle cesse de chercher des chemins. Si tu lui dis « j'essaierai jusqu'à trouver comment », elle active sa créativité et sa résilience. C'est pourquoi prendre soin du langage n'est pas seulement un conseil philosophique, c'est un outil pratique pour façonner ton caractère et ton destin. Effacer « impossible » de ton vocabulaire, c'est effacer la permission que tu te donnais pour abandonner. Cela signifie que bien que tu acceptes les difficultés et les limites réelles, tu ne te laisses pas intimider par les limites imaginaires. Cela signifie que chaque objectif qui en vaut la peine aura un coût et que tu es prêt à le payer avec du travail, de la patience et de la discipline. Dans un monde où beaucoup abandonnent avant même d'essayer,
Tu te distingueras non pas par ce que tu dis que tu feras, mais par ce que tu continues à essayer de faire jusqu'à y parvenir. 4. Concentre ton énergie sur ce que tu contrôles. Un archer qui tire des flèches contre le vent non seulement manque sa cible, mais épuise aussi sa force en poursuivant ce qu'il ne pourra jamais maîtriser. C'est ainsi que vivent beaucoup de gens, en lançant leur énergie contre des choses qui ne dépendent pas d'eux, en passant des journées entières à se plaindre du temps, de la politique, de l'opinion des autres, des décisions que d'autres prennent. Puis ils se demandent pourquoi ils se sentent constamment fatigués et vides, sans se rendre compte que leur épuisement vient du fait qu'ils investissent leur énergie dans des batailles qu'ils ne pourront jamais gagner. L'homme qui apprend à distinguer entre ce qu'il contrôle et ce qu'il ne contrôle pas commence à récupérer son pouvoir. Les stoïciens appelaient cela la dichotomie du contrôle. Tout dans la vie se divise en deux catégories, ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Ton caractère, tes décisions, tes efforts, ta discipline, cela dépend de toi. Le temps, l'opinion des autres, les circonstances extérieures, le passé, cela n'est pas entre tes mains. Et bien que cela semble évident, la plupart des gens vivent comme si c'était l'inverse, obsédés par le changement de ce qu'ils ne peuvent pas et négligeant ce qui est sous leur volonté. Chaque fois que tu te concentres sur ce que tu ne contrôles pas, tu te rends plus faible. La frustration grandit parce que tu te confrontes à un mur immobile. C'est comme pousser l'océan avec tes mains, peu importe combien tu essaies, il ne bougera pas. Un homme qui comprend cette vérité économise son énergie pour ce qu'il peut transformer, son propre caractère et ses actions quotidiennes. C'est là que se construit la véritable force. Le langage révèle si tu comprends cette leçon ou non. Celui qui dit « tu as gâché ma journée » a déjà donné son bien-être à une autre personne. Celui qui dit « j'ai décidé de ne pas laisser ma journée être gâchée » montre qu'il a pris les rênes de sa réaction. C'est un petit changement dans les mots, mais un énorme changement dans la mentalité. Des phrases quotidiennes peuvent te montrer si tu combats des fantômes ou résous des problèmes réels. L'homme faible se perd dans des discussions interminables sur ce que les autres devraient faire, tout en négligeant ce qu'il pourrait changer lui-même. Il réclame la justice, mais n'améliore pas sa propre conduite. Il se plaint des vices des autres, mais ne corrige pas les siens. Ainsi, il gaspille son énergie dans un bruit stérile qui ne transforme rien. L'homme fort, en revanche, se tait et agit sur ce qui est en son pouvoir. Sa vie s'améliore non pas par hasard, mais parce qu'il investit son effort dans un terrain fertile. Cette philosophie ne propose pas l'indifférence ni le conformisme. Il ne s'agit pas d'ignorer l'injustice ou de renoncer à ses rêves, mais de concentrer ton énergie de manière stratégique. Si quelque chose n'est pas entre tes mains, arrête de te battre contre cela et cherche où ton effort peut faire la différence. Un homme qui consacre ses jours à améliorer son caractère aura plus d'influence sur son environnement que celui qui ne fait que crier ce que le monde devrait changer. Pratiquer ce conseil dans la vie quotidienne nécessite une habitude de réflexion. Demande-toi devant chaque problème, puis-je changer cela avec mes actions? Si la réponse est oui, mets-toi au travail. Si la réponse est non, arrête de t'épuiser avec des plaintes et dirige ton énergie vers ce que tu peux contrôler. Au début, c'est difficile parce que l'ego veut avoir le pouvoir sur tout, mais avec le temps, cela devient une façon de vivre plus tranquille et plus ferme. La sérénité naît de l'acceptation de ce qui ne dépend pas de toi. Quand tu arrêtes de lutter contre le vent, tu découvres que tu peux ajuster les voiles. C'est la véritable liberté, ne pas avoir à attendre que tout autour de toi change pour pouvoir avancer. Cette mentalité ne réduit pas seulement le stress, elle renforce aussi la discipline parce que tu apprends à investir ton énergie là où elle donne des résultats. L'homme qui vit ainsi devient moins réactif. Il n'explose pas à chaque provocation. Il ne s'effondre pas à chaque revers parce qu'il a compris qu'il ne contrôle pas le comportement des autres ni les circonstances. Il se concentre sur le maintien de sa fermeté, de son caractère et de sa direction. Cette stabilité attire le respect et aussi la paix intérieure. Une façon pratique de s'entraîner à cette approche est de tenir un journal où chaque soir, tu écris 2 colonnes, ce qui était sous ton contrôle et ce qui ne l'était pas.
Cette simple pratique te rend conscient de combien d'énergie tu dépenses dans des batailles inutiles et te permet de la rediriger vers tes actions. Avec le temps, tu découvriras que la plupart de tes soucis se dissipent, non pas parce que les problèmes disparaissent, mais parce que tu as cessé de les alimenter avec ton attention. Une autre pratique stoïcienne précieuse est de répéter chaque matin: aujourd'hui, je ferai face à tout ce qui se présente, mais je ne m'occuperai que de ce que je peux changer. Cette affirmation te prépare pour la journée avec un sens de responsabilité et de sérénité. Lorsqu'un problème se pose, au lieu de réagir avec frustration, tu te demandes: est-ce que c'est à moi ou pas? Et tu agis en conséquence. L'homme qui concentre son énergie sur ce qu'il contrôle ne perd pas de temps en disputes vaines. Ses paroles cessent de tourner autour des reproches et des plaintes et commencent à tourner autour des solutions et des décisions. Il est plus productif, plus discipliné et plus respecté parce qu'il ne se disperse pas avec des distractions qui ne font que l'épuiser. Alors que beaucoup s'épuisent en essayant de changer le monde sans se changer eux-mêmes, il concentre son énergie sur ce qu'il peut modeler, son caractère, ses habitudes, son comportement. Et paradoxalement, ce contrôle de soi finit par avoir plus d'influence sur son environnement que les plaintes des autres. Parce qu'un homme qui mène par l'exemple démontre que le véritable pouvoir réside dans ce que tu fais, pas dans ce que tu revendiques. Dans un monde saturé de bruit et de plaintes, tu te distingues lorsque tu choisis la bonne approche. Tu ne t'épuises pas à te battre contre ce que tu ne peux pas toucher. Tu ne gaspilles pas ton énergie dans des discussions stériles, ni dans des attentes envers les autres. Tu la concentres sur ce qui dépend de toi. Et cette discipline silencieuse finit par construire des résultats tangibles. C'est là le véritable maîtrise, non pas dans le contrôle du vent, mais dans la direction ferme du gouvernail de ton propre bateau. 5. Pense à ce que tu donnes, pas à ce que tu reçois. Une rivière ne demande pas à qui elle va étancher la soif et ne demande pas de récompense pour suivre son cours. Elle coule parce que c'est sa nature et dans ce flux, elle maintient en vie tout ce qu'elle touche. Ainsi devrait être le caractère d'un homme intègre, donner le meilleur de soi sans transformer chaque geste en calcul de gain. Cependant, la plupart des gens vivent en regardant fixement la balance de ce qu'ils donnent et de ce qu'ils reçoivent, pesant chaque mot, chaque faveur, chaque effort, comme si la valeur d'agir avec droiture dépendait toujours d'un paiement immédiat. Quand tu vis en attendant quelque chose en retour de tout ce que tu fais, ta générosité cesse d'être une vertu et devient une transaction. Tu commences à mesurer l'affection, l'aide, le dévouement selon ce qui revient dans tes mains, et chaque fois que tu ne reçois pas ce que tu espérais, la frustration et le ressentiment surgissent. Cette habitude érode le caractère parce qu'elle transforme la bonté en affaire et la collaboration en outil de manipulation. Le stoïcisme enseigne que la vertu est une fin en soi, pas un moyen de gagner des faveurs ou des applaudissements. Un homme qui agit uniquement pour une récompense externe est esclave des circonstances, car sa motivation dépend des autres. En revanche, celui qui agit par conviction intérieure maintient son intégrité intacte, même s'il n'obtient pas de reconnaissance. C'est là la véritable force, ne pas laisser la valeur de tes actions dépendre de la gratitude d'autrui. Le langage quotidien révèle si tu es tombé dans ce piège. Celui qui dit « Et moi, qu'est-ce que j'y gagne ?» avant de faire quelque chose, montre que sa boussole morale pointe vers la commodité, pas vers la droiture. Celui qui dit « Je ferai ce qui est juste parce que c'est juste » montre que son caractère est soutenu par des principes et non par des avantages. Changer cette façon de penser et de parler transforme non seulement ton attitude, mais aussi la qualité de tes relations, car les gens font confiance à celui qui agit avec authenticité. Un homme qui est obsédé par ce qu'il recevra finit par être déçu même des personnes les plus proches. Il s'attend à ce que tout le monde réponde exactement comme il le souhaite et oublie que personne n'est obligé de répondre à ses attentes. Cette attache à la réciprocité immédiate génère des conflits inutiles et nourrit l'ego. Vivre ainsi, c'est porter une chaîne invisible qui limite ta liberté émotionnelle, car ta paix dépend du comportement des autres. Pensez d'abord à ce que tu donnes,
ne signifie pas permettre des abus ou accepter des injustices. Cela signifie privilégier l'intention sur la rétribution. Cela signifie choisir la générosité consciente, pas le sacrifice aveugle. Un homme qui donne à partir de sa conviction intérieure ne perd pas sa dignité, car il ne cherche pas à plaire à tout le monde. Il agit avec un but et pose des limites quand c'est nécessaire. Le stoïcisme considère que la véritable satisfaction vient de vivre selon la vertu, et l'une de ces vertus est la justice. Donner à chacun ce qu'il mérite sans attendre d'applaudissements. Cela inclut de remplir tes devoirs, de traiter avec respect, d'aider quand tu peux et de tenir ta parole. Ces actes renforcent le caractère parce qu'ils te rappellent que ta valeur ne dépend pas de ce que tu accumules, mais de ce que tu contribues au bien commun. Pratiquer ce principe dans la vie quotidienne nécessite de former la pensée avant chaque action. Demande-toi, est-ce que je le fais parce que c'est juste ou parce que j'espère recevoir quelque chose? Si la réponse est la seconde, arrête-toi et repense. Cette réflexion t'aide à te débarrasser de l'habitude d'agir par intérêt et t'entraîne à trouver satisfaction dans le simple fait d'agir avec droiture. Un outil pratique est l'habitude de la gratitude. Lorsque tu te concentres sur la gratitude pour ce que tu as déjà, le désir d'exiger des compensations diminue. Tu commences à voir chaque opportunité d'aider comme un privilège, pas comme un fardeau. Cela améliore non seulement ton caractère, mais te protège aussi du ressentiment, car tu cesses de sentir que le monde te doit quelque chose pour chaque effort que tu fais. L'homme qui pense à ce qu'il donne développe des relations plus solides. Les autres perçoivent que son soutien est authentique et non une astuce pour obtenir quelque chose. Cette authenticité génère confiance et respect, deux qualités qui ne s'achètent ni ne s'imposent. Elles se construisent avec cohérence dans le temps. Un autre aspect qui renforce le caractère en pratiquant ce conseil est que tu apprends à te détacher du résultat. Tu agis par principe, pas par garantie, et cela te rend plus résilient face aux déceptions. Quand tu aides et que tu ne reçois pas de gratitude, tu ne te brises pas. Quand tu fais le bien et que tu n'obtiens pas de reconnaissance, tu ne perds pas le cap. Cette indépendance émotionnelle te donne une paix que peu de gens connaissent. L'ego voudra toujours mesurer ce que tu donnes et exiger un retour. Mais l'homme qui choisit de vivre avec un but plutôt que par intérêt apprend à faire taire cette voix intérieure. Chaque acte désintéressé est un entraînement contre l'égoïsme. Chaque fois que tu choisis de donner sans attendre d'applaudissements, tu renforces le contrôle sur ton esprit et démontres que ton caractère n'est pas à vendre. Le monde a besoin de plus d'hommes qui agissent guidés par des principes et de moins d'hommes qui calculent leur générosité comme s'il s'agissait d'un échange commercial. C'est là la marque d'un homme stoïcien. Sa valeur ne dépend pas de la récompense. Sa satisfaction vient de vivre selon ce qu'il considère comme juste et honorable. À une époque où beaucoup ne pensent qu'à ce qu'ils peuvent tirer de chaque situation, tu te démarqueras si tu te concentres sur ce que tu peux apporter. Non pas parce que tu es naïf ou parce que tu ignores tes propres limites, mais parce que tu comprends que le véritable héritage que tu laisses n'est pas dans ce que tu accumules, mais dans ce que tu partages. C'est le type de force qui reste même quand tout le matériel disparaît. La force d'un caractère qui ne négocie pas ses principes par commodité. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Être interrompu n'est pas un manque de courtoisie, c'est une façon de perdre du terrain. Chaque fois que quelqu'un coupe tes paroles, il te dit sans le dire que ce que tu dis n'est pas si important. Et si tu le permets, tu finis par éduquer les autres à t'ignorer. L'autorité dans une conversation ne se gagne pas en parlant plus fort ou en élevant la voix. Elle se gagne en démontrant que ta présence mérite le silence. La plupart des gens ne comprennent pas cela. Ils pensent qu'il s'agit de concourir pour voir qui parle le plus vite ou qui crie le plus fort. Alors qu'en réalité, il s'agit de contrôler l'espace, de faire en sorte que chaque mot ait suffisamment de poids pour arrêter quiconque essaie de passer par-dessus.
Récupérer cette autorité n'est pas un caprice, c'est une nécessité si tu veux que ta voix cesse d'être un bruit parmi la foule. Les stoïciens l'ont bien dit, le respect ne se demande pas, il s'incarne. Sénèque avertissait que celui qui perd le contrôle de ses émotions perd le contrôle de la situation. Et Épictète insistait sur le fait que seul celui qui maîtrise d'abord son caractère domine le dialogue. Si tu ne sais pas garder ton calme et soutenir ton regard, les mots justes ne serviront à rien. Dans cette vidéo, tu vas découvrir que le problème n'est pas les gens qui interrompent, mais la façon dont tu as permis qu'ils le fassent. Tu apprendras que des phrases simples comme « écoute », « important » et « maintenant » peuvent réclamer l'attention sans avoir besoin de crier. Et que cesser de dire « je suis désolé » quand il n'y a rien à excuser est le premier pas pour récupérer le respect que tu as cédé sans t'en rendre compte. Ici, nous ne parlerons pas de plaire, mais de t'imposer avec dignité, en utilisant le pouvoir des mots pour que plus jamais on ne te prenne l'espace qui t'appartient. 1. Écoute. Arrête le bruit et réclame l'attention. Une rivière tumultueuse fait plus de bruit qu'un lac profond, mais c'est le lac qui reflète clairement le ciel. Il en va de même pour les conversations. Ceux qui interrompent le plus sont souvent ceux qui soutiennent le moins le poids de leurs paroles. Ils ne font qu'agiter l'air avec du bruit. Si tu veux retrouver ton autorité, tu dois devenir le lac qui oblige tout le monde à s'arrêter et à regarder sa surface. Le mot « écoute » est cette pause. Ce mur invisible qui sépare le bruit de la véritable attention. Lorsque quelqu'un t'interrompt, il ne fait pas que briser ta phrase, il brise le fil de ta présence. L'erreur que beaucoup commettent est de continuer à parler par-dessus, en augmentant le volume dans une tentative d'être entendu. Ce qu'ils réussissent à faire, c'est à perdre encore plus le contrôle, car celui qui crie montre du désespoir. Un stoïcien sait que l'autorité ne se mesure pas en décibels, mais en maîtrise de soi. Dire « écoute » n'est pas une demande, c'est un bref commandement qui coupe la distraction et redirige l'énergie de tous vers toi. La puissance de ce mot réside dans sa simplicité. Tu n'as pas besoin de l'embellir ni de le justifier, il suffit de le prononcer avec une fermeté calme et de maintenir un contact visuel. En le faisant, tu transmets que tu ne te bats pas pour l'attention, tu la revendiques comme quelque chose qui te revient de droit pendant que tu parles. Les stoïciens insistaient sur le fait que le premier acte de maîtrise de soi est de dominer sa langue, et le second, de savoir quand le silence est plus fort que tout argument. Avant de dire « écoute », fais une petite pause. Cette pause augmente l'impact, crée de l'attente et fait que le mot sonne comme un coup sec dans l'air. Marc Aurèle disait qu'un homme ne s'agite pas quand le monde s'agite, parce qu'il sait que sa sérénité est un mur contre le chaos. Appliquer cette idée aux conversations implique de ne pas laisser l'interruption te sortir de ton centre. Utilise « écoute » comme une clé qui ouvre à nouveau l'espace perdu. Si l'autre persiste, ne réponds pas avec colère, garde la même posture ferme, car la répétition sereine du mot, sans élever le ton, désarme celui qui interrompt. Le calme soutenu est un rappel que tu ne demandes pas la permission de parler, tu établis l'ordre. La plupart du temps, le problème ne vient pas des autres, mais de nous, parce que nous cédons le respect en nous taisant au mauvais moment ou en répondant avec nervosité. Retrouver l'autorité commence par entraîner la façon dont nous parlons et la façon dont nous occupons l'espace. Pratique dans des situations quotidiennes. Quand quelqu'un se distrait pendant que tu expliques quelque chose, fais une pause brève, puis prononce « écoute » et continue ta phrase. Ne le fais pas comme une supplication, mais comme si tu marquais le rythme de la conversation. Le stoïcisme nous rappelle que nous ne contrôlons pas les actions des autres, seulement nos réactions. C'est pourquoi cette étape ne consiste pas à changer les autres, mais à changer ta présence devant eux. En maîtrisant l'utilisation de ce mot et l'énergie avec laquelle tu le prononces, tu transformes chaque interruption en une opportunité de renforcer ta position. L'autorité n'est pas un titre qui t'est accordé, c'est un état que tu projettes avec ta voix, ton silence et ta confiance. Commence à voir le mot « écoute » comme une encre. Chaque fois que tu l'utilises, tu plantes ta présence dans le sol de la conversation, obligeant ceux qui t'entourent à arrêter leur marée de distraction.
Ce n'est pas un geste agressif, c'est une affirmation silencieuse que ta voix compte. Et si tu réussis à maîtriser cette première étape, tu découvriras que la plupart des interruptions ne se répètent pas, car le respect naît de l'habitude de ne pas te le laisser prendre. 2. C'est important. Prioriser ton message sur celui des autres. Dans toute conversation, il y a des hiérarchies invisibles qui se révèlent par la façon dont les gens écoutent. Ce n'est pas la voix la plus forte qui commande, mais celle qui fait que tout le monde se penche légèrement en avant pour ne pas perdre un seul mot. C'est comme être au milieu d'une tempête. Il y a des milliers de gouttes qui frappent le sol, mais seul le tonnerre fait taire tout le monde. Le mot important est ce tonnerre, un rappel qui coupe le bruit et oblige les autres à reconnaître que ce que tu es sur le point de dire mérite attention. L'erreur la plus courante en parlant est de supposer que tout le monde appréciera le message juste parce que tu le prononces. En réalité, les gens sont souvent pris dans leurs propres pensées, attendant leur tour pour répondre ou distraits par ce qu'ils veulent dire ensuite. Si tu ne marques pas le poids de ta voix, tu passeras inaperçu. Dire important n'est pas un ornement. C'est un signal d'alerte qui établit la priorité et change immédiatement le focus. La clé est dans la façon dont tu l'utilises. Il ne s'agit pas de le crier ou de le répéter à chaque phrase, car il perdrait sa force. Il est plus efficace lorsque tu le places juste avant une idée clé et que tu laisses un petit silence après, permettant aux mots de s'installer dans l'air. Ce silence fonctionne comme un crochet qui oblige les autres à regarder dans ta direction. Le respect naît lorsque les mots sont accompagnés de pauses qui démontrent le contrôle, pas l'anxiété. Épictète enseignait que ce n'est pas ce que tu dis, mais comment tu le dis qui révèle ton caractère. Si tu dis « c'est important » avec un ton ferme et posé, tu montres clairement que tu ne cherches pas à rivaliser avec personne, mais que ton message mérite la priorité par sa propre valeur. En le faisant, tu envoies également un signal silencieux de leadership, car les leaders ne mendient pas l'attention. Ils la réclament en montrant la certitude. Le mot « important » est aussi un filtre. Lorsque tu l'utilises, tu montres clairement que tu ne vas pas perdre ton temps dans des conversations superficielles ou des distractions sans sens. Indirectement, tu apprends aux gens à t'écouter avec plus de sérieux parce qu'ils savent que tu ne parleras pas pour rien. Ainsi, peu à peu, tu fais de ta présence un synonyme de pertinence. Cette étape nécessite de l'autocontrôle car elle ne fonctionnera que si tes paroles soutiennent le poids que tu annonces. Si tu appelles important tout, tu finis par affaiblir ta crédibilité. La pratique stoïcienne de la discipline intérieure entre en jeu ici, ne considère comme précieux que ce qui apporte vraiment quelque chose et exprime-le avec économie de mots. Sénèque avertissait que les mots inutiles épuisent l'esprit, et il en va de même pour l'autorité. Elle s'érode si elle est dépensée en des affaires triviales. Pour appliquer cette technique au quotidien, commence à observer tes conversations. Chaque fois que tu remarques que tu vas partager une idée essentielle, arrête-toi brièvement, regarde la personne dans les yeux et dis « c'est important » avant d'exposer ton point de vue. Cette pause non seulement capte l'attention, mais te rappelle aussi que ce que tu vas dire doit valoir la peine. De cette façon, tu entraînes ton esprit à parler avec intention au lieu de remplir les silences par habitude. L'autorité véritable ne vient pas de l'imposition de la peur ou de parler au-dessus des autres, mais de marquer clairement ce qui a la priorité. En maîtrisant l'utilisation de ce mot, tu obtiendras non seulement le respect des autres, mais tu affineras aussi ton propre critère sur ce qui mérite d'être dit. Dans un monde saturé de bruit, la voix qui sait quand et pourquoi dire « important » sera toujours écoutée en premier. 3. Maintenant, ramène tout le monde au présent. En évitant les distractions. Le temps est comme du sable qui s'échappe entre les doigts. Et dans les conversations, c'est la même chose. Pendant que tu parles, beaucoup pensent déjà à ce qu'ils vont répondre, au téléphone qui vibre dans leur poche ou aux problèmes qu'ils ont laissés en suspens à la maison. Chaque seconde d'attention qui se dirige vers le passé ou l'avenir est un fil qui rompt le tissu de ton message. Le mot « maintenant » est le fil qui les recoue. C'est le lien qui ramène les gens au présent et les oblige à ancrer leur esprit dans ce qui se passe devant eux.
Il n'y a rien de plus frustrant que d'expliquer quelque chose d'important et de voir le regard de l'autre se détourner, comme si ses pensées sortaient de la pièce. Cette déconnexion n'est pas toujours intentionnelle, mais elle mine l'autorité de celui qui parle, car elle montre clairement qu'il ne parvient pas à retenir l'attention. Dire maintenant au bon moment coupe cette fuite invisible à la racine et établit que ce qui suit ne peut pas attendre, qu'il doit être traité sans distraction. Ce mot est puissant parce qu'il éveille l'urgence sans avoir besoin de crier. Il fonctionne comme le son d'un coup sec sur la table qui ramène l'attention même à celui qui était le plus distrait. Cependant, la clé est de l'utiliser avec fermeté et sérénité, non pas avec désespoir. Quand tu dis « écoute ça maintenant » ou « j'ai besoin que tu prêtes attention maintenant », tu ne demandes pas une faveur. Tu fixes une limite de temps qui exige une présence immédiate. Marc Aurèle écrivait que perdre le présent, c'est perdre la vie elle-même, car le passé n'existe plus et l'avenir n'est pas encore arrivé. Appliquer cette idée dans les conversations signifie que la valeur de ton message dépend de ce que tout le monde l'expérimente au moment où tu le partages, pas après, ni au milieu d'autres distractions. Dire maintenant, c'est comme ouvrir une porte et indiquer avec le regard que le moment d'entrée est celui-ci, pas après. Il faut faire attention au ton, car le mot peut sembler agressif s'il est lancé brusquement. Ce que nous cherchons, ce n'est pas d'intimider, mais d'imposer de la clarté. Un stoïcien ne perd pas le contrôle pour obtenir de l'attention. Il la projette avec maîtrise de soi et conviction. Avant d'utiliser « maintenant », fais une courte pause, puis dis le mot avec une voix ferme et posée. Cette combinaison de silence et de précision lui donne plus de poids que n'importe quel cri. Cette étape nécessite du courage, car elle t'oblige à affronter directement la distraction des autres. Il ne suffit pas de vouloir du respect, il faut revendiquer le moment présent sans craindre de déranger. En le faisant, tu ne récupères pas seulement le fil de la conversation, tu éduques aussi ceux qui t'entourent à valoriser l'ici et maintenant comme le terrain où tout se passe. Pour le pratiquer, observe les situations quotidiennes. Lors de réunions où tu remarques que l'attention se disperse, interromps calmement en disant « Revenons à ce qui compte maintenant » ou « Je veux que tout le monde écoute ceci maintenant ». Fais-le sans hâte en soutenant le regard. Cette attitude transforme l'atmosphère, car elle montre que tu es présent et que tu exiges que les autres le soient avec toi. Le stoïcisme enseigne que celui qui maîtrise le présent maîtrise le cours de sa vie. Ce mot est un outil pour te rappeler à toi et aux autres que le pouvoir de ce que tu dis n'existe qu'à l'instant où tu l'exprimes. En apprenant à utiliser « maintenant », tu ne récupères pas seulement l'attention, mais tu redonnes du sens et de l'urgence à chaque conversation, faisant en sorte que tes mots ne se perdent pas dans le bruit qui menace toujours de l'extérieur. 4. Je suis désolé. Montre l'erreur de céder ton pouvoir en l'utilisant. Un pont suspendu semble solide jusqu'à ce que quelqu'un marche sur une planche lâche. Alors tout le pont chancelle. Dans les conversations, cette planche lâche est souvent la phrase « Je suis désolé » utilisée quand elle ne devrait pas l'être. Elle est petite, elle semble inoffensive, mais dès que tu la prononces au mauvais moment, tout le poids de ton autorité se déplace et commence à s'enfoncer. Chaque fois que tu t'excuses pour parler, pour interrompre, pour exprimer ton point de vue, tu cèdes un morceau de terrain et tu enseignes aux autres qu'ils peuvent te marcher dessus sans conséquence. Dire « je suis désolé » est précieux lorsque tu reconnais une véritable erreur, mais quand cela devient un réflexe automatique, cela finit par affaiblir ta voix. Beaucoup de gens commencent leur phrase par un « je suis désolé » par habitude. « Je suis désolé, mais je voulais dire » ou « je suis désolé, puis-je ajouter quelque chose ?» Ils pensent que c'est une marque de politesse, alors qu'en réalité, c'est un geste de soumission qui invite les autres à interrompre. Cette inclinaison invisible fait que ton message perde sa fermeté avant même de sortir de ta bouche. Le stoïcisme enseigne que le véritable respect naît de vivre avec cohérence et dignité. Il ne s'agit pas de devenir arrogant ou de nier la courtoisie, mais de reconnaître que ta voix mérite d'être présente sans avoir à t'excuser pour exister. Pour retrouver ton autorité, remplace cette habitude par une alternative qui maintient le contrôle de la conversation. Écoute,
il y a plus. Cette phrase accomplit deux choses en même temps. Elle reconnaît que tu n'as pas terminé et revendique l'espace qui te revient sans paraître agressive. Par exemple, si quelqu'un essaie d'interrompre alors que tu exposes un argument, au lieu de dire « Je suis désolé, laisse-moi finir », dis calmement « Écoute, il y a plus ». Cette combinaison de fermeté et de sérénité transmet que ta participation n'est pas terminée et que le tour de parole est toujours à toi. Sénèque avertissait qu'il n'y a pas de plus grande faiblesse que de donner le contrôle de ton humeur à d'autres. Chaque fois que tu cèdes avec un « je suis désolé » inutile, tu donnes cette clé. Changer le langage, c'est changer l'attitude intérieure, car la façon dont tu parles reflète la façon dont tu te valorises. Si ta voix tremble d'excuses, ta présence perd du poids. Si ta voix soutient sereinement « écoute, il y a plus », ton message acquiert de la force même avant de le terminer. Pratiquer ce changement nécessite une attention consciente. Commence par t'écouter dans les conversations quotidiennes. Chaque fois que tu ressens l'envie de t'excuser sans raison, arrête-toi et remplace cette phrase par un geste de pause, suivi de la nouvelle réponse. Cela ne reprogramme pas seulement ton langage, mais cela entraîne aussi les autres à respecter tes interventions. L'autorité dans la parole ne consiste pas à dominer les autres, mais à ne pas permettre que ta voix soit reléguée au second plan. Apprendre à laisser derrière soi le « je suis désolé » excessif est une étape cruciale pour reconstruire le respect que tu as peut-être perdu en silence. Avec le temps, tu remarqueras que les interruptions diminuent, parce que ceux qui t'écoutent comprennent que tu ne vas pas céder ton espace de manière involontaire. La puissance de cette leçon réside dans la compréhension que toutes les paroles aimables ne sont pas appropriées en tout temps. La courtoisie ne signifie pas faiblesse, et la fermeté n'est pas synonyme d'agression. En adoptant cette approche, tu transformes non seulement la façon dont les autres te perçoivent, mais aussi la relation que tu as avec ta propre voix, en la transformant en un instrument qui se tient avec dignité et but. 5. Écoute, il y a plus. Récupère l'espace avec une autorité sereine. Les conversations sont comme un échiquier, chaque mot que tu prononces est une pièce qui avance. Si tu cèdes ton tour avant le temps, tu perds une position stratégique et l'autre joueur contrôle l'échiquier. Écoute, il y a plus, et le mouvement qui récupère cet espace sans avoir à élever la voix ni à provoquer de conflit. C'est le mouvement qui rappelle à tous que ton tour n'est pas terminé et que ce qui suit a encore du poids. Dans le chaos des dialogues quotidiens, il est courant que les gens se coupent par anxiété, enthousiasme ou simple négligence. Souvent, tu laisses la phrase à moitié dite et quelqu'un intervient avec son opinion, pensant que tu as fini. Si tu restes silencieux, tu valides cette interruption et renonces au contrôle de la conversation. En revanche, si tu interviens avec un « écoute, il y a plus », ferme mais calme, tu replaces ta pièce au centre et rétablis l'ordre. Cette technique fonctionne parce qu'elle transmet un message implicite. Tu n'as pas encore fini et ce qui suit mérite de l'attention. C'est une phrase qui ne cherche pas à confronter, mais à rediriger la dynamique vers le respect mutuel. Au lieu de répondre avec colère ou de te sentir déplacé, tu affirmes ta place avec sérénité. Le stoïcisme enseigne que la véritable force se démontre dans l'autocontrôle, pas dans la réaction impulsive. Épictète disait que personne ne peut te blesser si tu ne donnes pas le pouvoir de ta réaction. Et cette leçon s'applique à chaque interruption. Si tu réponds avec agacement, tu donnes ce pouvoir à l'autre. Si tu restes calme et indiques simplement qu'il y a plus à dire, tu montres que le contrôle reste entre tes mains. Écoute, il y a plus. Agis comme un pont qui relie la première partie de ton message à ce qui suit, évitant que le fil de ton argumentation ne se brise. Pour que cette phrase fonctionne, tu dois prendre soin du ton et du langage corporel. Elle ne doit pas sonner comme une supplication ni comme une réprimande, mais comme une affirmation neutre mais ferme. Maintiens un contact visuel, fais une brève pause pour que le silence augmente l'impact et continue ensuite avec ton idée. Cette combinaison de calme et de détermination désarme l'habitude d'interrompre parce qu'elle montre clairement que tu ne te bats pas pour parler, tu exerces ton droit de finir ce que tu as commencé.
Il arrive souvent que les gens confondent patience et passivité, mais il y a une grande différence. La patience repose sur la confiance en soi, la passivité sur la peur de déranger. En utilisant « écoute, il y a plus », tu entraînes la patience active, celle qui maintient le contrôle sans tomber dans les confrontations. Avec le temps, ceux qui ont l'habitude d'interrompre apprennent à respecter le rythme de ta voix parce qu'ils perçoivent que tu ne céderas pas l'espace facilement. La pratique exige de la constance. Commence par l'appliquer dans des contextes petits, lors d'une réunion de travail, au milieu d'une conversation avec des amis ou même lors de discussions familiales. Chaque fois que quelqu'un essaie d'intervenir, avant que tu ne finisses, respire, regarde l'interlocuteur et dis « écoute, il y a plus ». L'important est de ne pas permettre que l'interruption brise ton fil de pensée ou diminue le poids de ton message. Sénèque insistait sur le fait que la grandeur de caractère se mesure à la façon dont tu maintiens ta position face à la pression. Récupérer l'espace sans élever la voix est un art que seuls ceux qui entraînent leur tempérament peuvent maîtriser. Cette étape t'aide à renforcer le message que ta voix a une continuité et qu'elle ne s'arrêtera pas par caprice d'autrui. Avec le temps, tu remarqueras que cette simple phrase réduit les interruptions et renforce ta présence. Non pas parce qu'elle inspire la peur, mais parce qu'elle éduque ceux qui t'entourent à attendre que tu aies fini. 6. Calme. Démontre un contrôle sur tes émotions et la situation. Le feu ne détruit pas toujours par la taille des flammes, mais par le vent qui les attise. Dans une conversation, il en va de même. Ce n'est pas le conflit qui te fait perdre ton autorité, mais ta propre réaction lorsque la chaleur monte. Le calme est le mur invisible qui arrête ce vent. Le maintenir ne signifie pas être indifférent ou faible. Cela signifie que personne ne peut te sortir de ton centre, aussi fort qu'ils essaient de te provoquer. Lorsqu'on t'interrompt ou cherche à te défier, la première réaction instinctive est souvent d'élever le ton, de bouger les mains brusquement ou de répondre avec dureté. Chacun de ces gestes est comme ouvrir une fissure par laquelle l'autre vole ton équilibre. La véritable autorité naît de montrer que tu n'as pas besoin de réagir au rythme des autres, que tu contrôles le tempo de ta propre voix et que ta sérénité n'est pas à vendre. Épictète rappelait que ce n'est pas ce qu'on nous dit qui nous perturbe, mais l'interprétation que nous en faisons. Appliquer cette idée dans les conversations signifie que l'insulte, l'interruption ou le geste dédaigneux n'ont de pouvoir que si tu décides de le leur donner. Le calme te permet de répondre avec clarté, sans laisser l'émotion étouffer ton raisonnement. Celui qui maîtrise ses réactions maîtrise le dialogue, et avec lui, le respect de la salle. Pour démontrer le calme, il ne suffit pas de se taire. Il faut apprendre à utiliser les pauses et la respiration comme outil. Avant de répondre à une interruption, fais une brève pause, regarde la personne avec fermeté et continue à parler d'une voix stable. Cette pause brève est comme ralentir le rythme du combat. Elle oblige l'autre à s'adapter à ton rythme plutôt qu'à te traîner au sien. Sénèque avertissait que la colère est l'ennemi le plus dangereux dans les disputes, car elle transforme celui qui la ressent en esclave de son propre élan. C'est pourquoi cultiver le calme est un acte de discipline et de force intérieure. Lorsque les autres perçoivent que tu ne te déranges pas, ils apprennent à mesurer leurs interruptions, car ils comprennent qu'ils ne réussiront pas à te sortir de ton terrain. Le calme se projette aussi par le langage corporel. Maintenir une posture droite, sans mouvement nerveux, avec un regard serein mais ferme, crée un cadre de respect qui n'a pas besoin de mots supplémentaires. Si ta voix est stable et que ton expression reflète l'autocontrôle, les autres sentent qu'il y a une limite invisible qu'il ne vaut mieux pas franchir. Pratiquer cette étape nécessite un entraînement conscient. Commence par des situations simples. Lorsque quelqu'un parle par-dessus toi, évite de répondre précipitamment, respire et attends une seconde avant de continuer. Si la conversation devient tendue, ralentis le rythme de tes mots au lieu de l'accélérer. Ce petit changement transmet que tu restes en charge, même sous pression. Marc Aurèle disait que l'esprit tranquille est la forteresse la plus imprenable. En appliquant ce principe, tu transformes ta sérénité en un bouclier qui non seulement protège ton autorité, mais élève le niveau de la conversation.
Personne ne respecte celui qui perd le contrôle à la première provocation. En revanche, tout le monde écoute avec plus d'attention celui qui reste imperturbable alors que les autres s'agitent. Maîtriser le calme n'est pas facile, mais c'est la base sur laquelle tout le reste est construit. Sans lui, les mots perdent leur fermeté, les silences se remplissent de tension et ta présence se dilue. Avec lui, même les phrases les plus simples acquièrent de la force, car elles proviennent de quelqu'un qui n'est pas emporté par le courant émotionnel. Cette étape te permettra non seulement de maintenir l'autorité sur le moment, mais aussi de gagner un respect durable que aucun cri ne peut obtenir. 7. Silence. Faites du silence votre allié pour imposer le respect. Le tonnerre ne prévient pas qu'il va tomber, mais quand il gronde, le monde s'arrête pour un instant. Le silence dans une conversation a le même pouvoir. Il ne fait pas de bruit, il n'interrompt pas, mais il fait que tout le monde ressente le poids de ce qui est sur le point d'être dit. Utilisez intelligemment. Le silence n'est pas vide. C'est une arme invisible qui coupe les interruptions, freine le chaos et oblige les autres à ajuster leur rythme au vôtre. Beaucoup pensent que parler plus leur donne plus de contrôle, alors qu'en réalité, ils remplissent l'air de mots qui perdent de leur force par excès. Ceux qui interrompent ont tendance à profiter de ces moments d'anxiété, mais un silence bien géré leur ferme la porte. Celui qui sait se taire au bon moment transmet une autorité qui n'a pas besoin de s'imposer par des cris. Le silence fonctionne parce qu'il crée de l'attente. Après une interruption ou lorsque l'ambiance devient chaotique, garder quelques secondes de calme oblige les autres à le remarquer. C'est comme si en arrêtant votre voix, vous rendiez visible le bruit des autres. Cette pause inconfortable fait que l'interlocuteur ressent le poids de son interruption et cède de l'espace par instinct. Sénèque a écrit qu'il est souvent plus sage de se taire que de parler, car les mots peuvent vous trahir, tandis que le silence le fait rarement. Dans le contexte des conversations, ce principe signifie que vous n'avez pas à réagir à chaque commentaire, ni à répondre immédiatement. Parfois, garder le silence une seconde avant de répondre suffit pour montrer que vous réfléchissez avant de parler, et cela donne plus de valeur à ce que vous direz ensuite. Pour utiliser le silence comme allié, vous devez apprendre à le maintenir sans montrer d'inconfort. Celui qui baisse les yeux, soupire nerveusement ou se déplace anxieusement en se taisant transmet de l'insécurité et perd l'effet. En revanche, maintenir un contact visuel, une posture ferme et un visage serein transforme ce silence en un message en soi. Je n'ai pas encore fini. Ou réfléchis bien avant de m'interrompre. Le stoïcisme enseigne que la maîtrise de soi est supérieure à toute domination sur les autres. Appliquer cette idée au silence signifie que vous ne vous taisez pas parce que vous avez été vaincu, mais parce que vous choisissez de donner le rythme à l'interaction. Ce contrôle intérieur génère du respect et change la dynamique. Vous n'avez plus l'air d'être un participant de plus à la conversation, mais le référent qui la soutient. Dans les discussions tendues, lorsque vous percevez que les interruptions commencent à s'accumuler, faites une pause brève, regardez la personne et gardez le silence avant de continuer. Si vous remarquez que quelqu'un attend avec impatience que vous finissiez pour s'imposer, arrêtez-vous quelques secondes avant de terminer votre idée. Cette pause désarme son impulsion et vous redonne le contrôle de la scène. Marc Aurèle disait que l'esprit tranquille a le pouvoir de voir clairement même lorsque le monde est agité. Dans le silence se reflète cette clé. Vous n'avez pas besoin de répondre à chaque provocation, ni de remplir les vides avec des mots précipités. En maîtrisant le silence, vous transformez chaque pause en un mur invisible qui empêche les autres d'envahir votre espace pendant que vous parlez. Le silence utilisé avec intention est plus éloquent que de nombreux discours. Il donne du poids à votre voix parce qu'il enseigne aux autres que vous ne parlez pas pour parler. Chaque pause prolongée est un rappel que la conversation se déroule à votre rythme et non sous l'impulsion des autres. Si vous parvenez à contrôler cette ressource, vous découvrirez que le respect s'impose sans effort apparent, simplement parce que le calme silencieux intimide plus que n'importe quel bruit. 8. Présence. Renforce le poids de chaque mot que tu prononces. L'ombre d'un arbre ne se mesure pas par le bruit de ses feuilles, mais par la grandeur de son tronc.
Il en va de même dans les conversations. Ce n'est pas la quantité de mots qui inspire le respect, mais la solidité que tu projettes en étant présent. La présence est cette force silencieuse qui fait que les regards se tournent vers toi-même avant que tu ne parles. C'est l'air qui remplit l'espace autour de toi et donne du poids à chaque phrase que tu prononces. Beaucoup perdent de l'autorité parce qu'ils arrivent à la conversation seulement avec leur voix, mais pas avec leur présence. Ils se voûtent, évitent le contact visuel, se précipitent dans leurs mots et semblent vouloir finir le plus vite possible. Cette attitude transmet qu'ils ne croient pas en ce qu'ils disent, et les autres le perçoivent immédiatement. Épictète enseignait que la dignité n'est pas accordée, elle est maintenue dans le comportement de chacun. Appliquer cette idée dans les conversations signifie que l'autorité ne vient pas des titres ou des postes, mais de la façon dont tu te présentes. Si tu entres dans un espace avec le corps replié et le regard fuyant, ton message perd de la force avant même de commencer. En revanche, si tu te tiens avec sérénité et transmets de la sécurité, chaque mot, aussi simple soit-il, acquiert un écho différent. La présence se projette également à travers l'énergie avec laquelle tu parles. Il ne s'agit pas de sonner théâtral, mais d'imprégner tes mots de conviction. Une phrase courte, prononcée avec une voix claire et un rythme posé, pèse plus qu'un discours plein de fioritures, mais vide d'intention. La clé est que le message et le ton correspondent à ce que tu transmets avec ton corps. Marc Aurèle rappelait que l'âme se révèle dans les gestes et dans le regard. C'est pourquoi, en parlant, prends soin du rythme avec lequel tu bouges les mains, de l'angle de ton visage et du calme avec lequel tu respires. Ces détails créent une atmosphère qui exige le respect sans que tu aies à le demander avec des mots. Lorsque ta présence est ferme, même le silence devient une partie de ton autorité. Cette étape nécessite également une cohérence émotionnelle. Si ta voix dit une chose, mais que ta posture reflète la nervosité ou l'irritation, les gens percevront la contradiction et ne croiront pas en ton message. La présence authentique émerge lorsque ton intérieur est aligné avec ton extérieur. Les stoïciens insistaient sur cette harmonie entre le caractère et le comportement, car c'est ainsi que le respect que tu inspires est authentique et constant. Pour entraîner cette compétence, commence par t'observer. Avant d'entrer dans une conversation importante, redresse le dos, baisse les épaules, garde le menton à un angle neutre et respire profondément. Lorsque tu parles, évite de précipiter les mots. Laisse-les couler au rythme de ta respiration. Regarde les gens dans les yeux sans défi, mais avec fermeté, montrant que tu occupes ta place naturellement. Pratiquer la présence ne transforme pas seulement la façon dont les autres te perçoivent, elle change aussi la façon dont tu te perçois toi-même. Elle t'aide à te rappeler que ta voix a de la valeur, que tu n'as pas besoin de te battre pour de l'espace, ni de te précipiter pour éviter d'être interrompu. Cette sensation de solidité intérieure se reflète dans chaque phrase et réduit la tentation de te justifier ou de céder du terrain. La véritable autorité se construit de l'intérieur et se projette vers l'extérieur. Lorsque tu cultives ta présence, ta voix cesse d'être seulement un son et devient une déclaration de caractère. Peu importe si tu parles peu, car l'impact de chaque mot se multiplie. À la fin, les gens ne se souviendront pas de combien de phrases tu as dites, mais de la fermeté avec laquelle tu as rempli l'espace en les prononçant. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.